Fadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, l'entité sioniste poursuit son génocide dans la bande de Gaza avec une nouvelle journée particulièrement sanglante. Le bilan s'élève ce samedi à 50 669 martyrs et 115 225 blessés. Assassinat de 15 membres du Croissant Rouge palestinien, le président du PRCS dévoile de nouvelles preuves vidéo qui incriminent directement l'entité sioniste, alors que la Croix-Rouge confirme que les ambulanciers étaient en mission de secours. Tension croissante au Sahara occidental, des experts onusiens expriment leurs vives inquiétudes face à la répression violente menée par le Maroc à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme du peuple sahraoui. Et le peuple marocain s'insurge une nouvelle fois contre la normalisation entre le régime du Merzen et l'entité sioniste, une normalisation qui menace l'existence de l'État selon des militants. Et enfin, escalade des tensions entre Moscou et Kiev. Une frappe russe fait 18 morts dans le centre de l'Ukraine, tandis que l'armée ukrainienne cible une installation industrielle en Mordovie. Bonsoir à tous. Gaza plus sanglante que jamais. 5 civils palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce samedi dans des raids des forces d'occupation sionistes à l'ouest de Khan Younes, dans le sud de l'enclave, où un groupe de civils rassemblés dans une zone de distribution de repas a été délibérément ciblé par un drone. Et à l'est de Gaza, au moins 5 Palestiniens, dont une femme et 2 frères, sont tombés en martyrs, tandis que plusieurs autres ont été blessés lors d'un bombardement ayant visé le quartier de Choujaïa. L'agence de presse palestinienne a rapporté que les forces d'occupation stationnées sur la colline d'El Montar assiègent la zone. Des dizaines de familles ont donc lancé un appel aux organisations internationales pour obtenir une protection, alors qu'elles fuient le quartier assiégé depuis vendredi. Et le nombre de martyrs à Gaza grimpe en flèche depuis un mois. Les chiffres sont glaçants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'est élevé ce samedi à 50 669 martyrs et 115 225 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. La même source a précisé que les corps de 60 martyrs et 162 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, portant à 1309 le nombre de morts depuis le 18 mars dernier. Je vous le disais en titre, le président de la Société du Croissant Rouge palestinien s'est exprimé vendredi suite à la découverte des corps de 15 médecins et secouristes assassinés par les forces d'occupation sionistes dans une fosse commune. Younes Al-Khatib a dans ce contexte dévoilé des preuves vidéo de cette attaque retrouvée sur le téléphone d'un travailleur humanitaire tué qui a enregistré l'intégralité de l'agression. Le Croissant Rouge palestinien affirme donc que les travailleurs tués et leurs véhicules étaient clairement identifiés comme du personnel médical et humanitaire et accuse l'occupation sioniste de les avoir tués de sang-froid. Nous avons exhorté le Conseil de sécurité à soutenir l'appel à une enquête indépendante et approfondie sur ce crime atroce et à demander des comptes aux responsables. J'ai entendu la voix d'un des membres de l'équipe qui a été tué. Son téléphone a été retrouvé près du corps. Il a filmé toute la scène. Ses derniers mots, avant d'être abattu: « Pardonne-moi maman, je voulais juste aider les gens, je voulais sauver des vies, et puis il a été tué. » Et de son côté, le Comité international de la Croix-Rouge a également confirmé que le meurtre de travailleurs humanitaires à Rafah faisait partie d'une série d'attaques délibérées de l'occupation contre le personnel humanitaire à Gaza.
L'organisation internationale a également confirmé que la vidéo publiée par le site du New York Times contredit le récit de l'occupation, montrant les lumières et les signes du croissant rouge sur les ambulances qui ont été directement visées, entraînant donc la mort de 15 ambulanciers et confirmant qu'il n'y a pas d'endroit sûr et pas d'immunité efficace à Gaza. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Palestine occupée, Francesca Albanese, a confirmé que ce qui se passe à Gaza n'est pas une guerre, mais plutôt un génocide, et qu'il n'y a aucune protection pour la vie des civils palestiniens. Dans des déclarations faites aux médias ce samedi, Albanese a révélé que l'occupation sioniste avait dissimulé les preuves de son crime consistant à tuer les ambulanciers à Rafah et que ses forces n'avaient aucune restriction ni aucun contrôle. La rapporteuse de l'ONU a également souligné que les dirigeants occidentaux prétendent protéger les civils, mais ne font rien pour arrêter la guerre d'extermination contre les Palestiniens. Et c'est un massacre d'enfants qui se déroule quotidiennement dans la bande de Gaza. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a appelé les organisations de défense des droits de l'homme à assumer leurs responsabilités pour protéger les enfants palestiniens, dénoncer les crimes de l'occupation et exiger la poursuite de ses responsables. Dans une déclaration à l'occasion de la journée des enfants palestiniens, le Hamas a confirmé la mort de plus de 19 000 enfants, tandis que 39 000 sont devenus orphelins. Le mouvement Hamas a d'ailleurs expliqué que l'impunité est ce qui a encouragé l'occupation à intensifier ses crimes contre les enfants dans un contexte d'inaction internationale. Vous l'aurez compris, l'enfance est drastiquement menacée dans les territoires palestiniens occupés. Les institutions des affaires de prisonniers ont déclaré que les forces d'occupation détiennent toujours plus de 350 enfants kidnappés de leurs parents dans leurs geôles, dont une centaine dans des prisons administratives. À noter que la famine, la négligence médicale et la torture sont leur lot quotidien. Autre chiffre glaçant du jour, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine a révélé ce samedi qu'environ 1,9 million de Palestiniens, dont des dizaines de milliers d'enfants, ont été déplacés de force à plusieurs reprises depuis le début du génocide à Gaza. L'UNRWA a déclaré que la vague de déplacements depuis la bande de Gaza a touché plus de 142 000 personnes depuis l'effondrement du cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Et comme vous le savez, madame, monsieur, aucune zone n'est sûre à Gaza. Les familles palestiniennes sont tout de même contraintes à se déplacer une énième fois par centaines, fuyant le nord de la bande vers le sud, alors que les raids d'agression s'intensifient de jour en jour. Ils déplorent l'absence totale de sécurité. On écoute. Il n'y a pas de zone sûre. Nous voulons un endroit sûr où rester et ne pas être déplacés d'un endroit à l'autre à chaque fois. Nous avons assez souffert, c'est assez. Cela fait 2 ans que nous sommes constamment déplacés d'un endroit à l'autre. Nous en avons assez. Nous voulons une solution. Nous sommes partis à cause des bombardements et des tirs. Et nous ne savons pas où aller. Nous voulons un endroit sûr où rester. Pas aller du sud au nord et du nord au sud. Cela suffit. Je suis une déplacée de la région de Zeytoun et je me dirige vers Khan Younes à la recherche d'une zone sûre parce que la région de Zeytoun n'est pas sûre. Comme vous le savez, à Zeytoun, il y a des bombardements 24 heures sur 24 et des obus tombent près de nous. Je suis donc partie parce qu'il n'y a pas de produits de première nécessité dans la région de Zeytoun. Il n'y a pas d'eau de mer et même l'eau potable, nous parvenons difficilement à l'avoir et elle n'est pas potable. Il n'y a pas de bonne nourriture à cause des points de passage fermés.
Le risque d'une famine grave menace également les civils suite au blocus sioniste sur la nourriture, le carburant et l'aide humanitaire entrant dans l'enclave. Un des secteurs où le manque d'approvisionnement a le plus d'impact est celui des boulangeries. Mais en réalité, le manque est généralisé et touche toutes les catégories de produits alimentaires, menaçant ainsi directement la survie des habitants. Souhila Kilal. Des machines, des pétrins et des fours à l'arrêt, les boulangeries de Raza sont à l'agonie. Aucune d'elles ne peut assurer la permanence et garantir aux citoyens quelques miches de pain. La rareté des produits de base, conjuguée à l'absence d'électricité et de carburant, font qu'il est impossible de faire tourner les fours. D'ailleurs, mardi dernier, le Programme alimentaire mondial a annoncé fermer toutes les boulangeries en raison du manque d'approvisionnement engendré par le blocus sioniste. Aujourd'hui, toutes les boulangeries sont fermées car Israël bloque les points de passage. Il ne reste plus un seul sac de farine, pas un seul sac de sucre. Nous avons été informés que le programme d'aide humanitaire serait temporairement suspendu jusqu'à la réouverture des points de passage. La pénurie de produits alimentaires ne concerne pas uniquement les produits liés à la boulangerie, tels que la farine, mais elle est généralisée à tous les produits alimentaires dont dépendent les populations. L'ONU a dans ce sens mis en garde contre un nouveau risque de famine aggravé à Raza, suite au blocus sioniste sur la nourriture, le carburant et l'aide humanitaire, laissant les civils confrontés à de graves pénuries alors que les réserves s'amoindrissent sensiblement. Toutes nos sources de revenus ont disparu. Par ailleurs, les prix des produits de base comme les légumes et autres sont trop chers. Les jeunes enfants ont faim jour et nuit. Ils ne trouvent rien à manger. La dégradation de la situation est due à l'intensification du blocus, au point de provoquer une pénurie de produits de base. Cela a un impact négatif important sur le métabolisme, car l'être humain dépend des féculents et des glucides pour son énergie. Ces éléments sont désormais indisponibles sur les marchés, ce qui aura des conséquences néfastes sur la santé en général. Il y a des personnes souffrant de blessures, qu'il s'agisse de lésions osseuses ou lésions corporelles globales. Une mauvaise alimentation entrave la cicatrisation des plaies et augmente le risque d'infection ou de complications. Pris au piège de ce génocide sioniste qui dure depuis 18 mois, les Razaouis vivent la période la plus sombre de leur histoire. Le génocide de Netanyahou Raza a battu tous les records de violation du droit international, une épuration ethnique où toutes les règles sont permises, même celles qui vont à l'encontre des droits fondamentaux humains. La direction le Liban, où l'envoyée spéciale adjointe américaine pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, a rencontré ce samedi des responsables libanais lors d'une visite à Beyrouth. Les différentes entrevues ont réuni le président libanais Joseph Aoun, le premier ministre Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri, dans un contexte de violation quasi quotidienne du cessez-le-feu par l'entité sioniste, en particulier dans les régions sud du pays. Sahara occidentale, après avoir rencontré le président sahraoui, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, poursuit donc sa visite dans les territoires occupés. Il a notamment rencontré ce samedi le ministre sahraoui des territoires occupés de la diaspora, Mustafa Mohamed Ali Seyid Al-Bashi. Les deux parties ont par ailleurs évoqué lors de leur rencontre les conditions de vie des prisonniers sahraouis dans les prisons de l'occupation et la campagne internationale pour leur libération. Dans un contexte de tensions croissantes au Sahara occidental, plusieurs experts onusiens ont exprimé leurs vives inquiétudes face à la répression violente menée par le Maroc à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme du peuple sahraoui. En effet, ces derniers sont régulièrement ciblés, emprisonnés, voire victimes de traitements cruels et inhumains. Les détails, Maria Chouilleur. Face à la campagne de répression menée ces derniers mois par les autorités marocaines contre des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des porte-paroles de la contestation du Sahara occidental occupé, Marie Lawlor, rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme et d'autres experts des Nations Unies, ont exprimé leurs graves préoccupations.
Nous exprimons notre grave préoccupation quant à l'intimidation et la surveillance des défenseurs des droits de l'homme sahraouis, la déportation de 4 jeunes militants syndicaux norvégiens du Sahara occidental, ainsi que les mesures de rétorsions économiques imposées aux membres de la famille des défenseurs des droits de l'homme et aux militants eux-mêmes. Les experts onusiens ont précisé que plusieurs journalistes défenseurs des droits de l'homme, leaders de la contestation et opposants politiques de premier plan ont fait l'objet d'une répression marocaine accumulée ces derniers mois en représailles de leur travail en faveur des droits de l'homme et notamment à leur soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui. Nous exprimons notre inquiétude concernant les restrictions à la liberté de mouvement et de réunion imposées par le Maroc aux défenseurs des droits de l'homme sahraouis et étrangers. Des rapports font état aussi d'une surveillance accumulée et du recours à des tactiques d'intimidation, harcèlement, détention arbitraire, répression violente de manifestations pacifiques ainsi que des restrictions à la liberté d'expression et à la liberté de mouvement contre les défenseurs des droits de l'homme. Tout ça pour un seul but, faire taire les Sahraouis. Ahmed Tanji et Mohamed Mayara, militants et journalistes sahraouis défenseurs des droits du peuple sahraoui, ont fait l'objet de multiples répressions marocaines selon des experts onusiens. Menaces, intimidations, expulsions et arrestations, ces militants ont été confrontés à toute forme de torture morale et physique. Lorsque les défenseurs des droits de l'homme sont arrivés au domicile de la famille, ils ont trouvé la police marocaine encerclant le lieu, les menaçant d'arrestation et exigeant qu'ils quittent immédiatement la maison et la ville. L'occupation marocaine ne s'est pas arrêtée là. Elle est allée encore plus loin jusqu'aux familles des défenseurs des droits de l'homme qui se sont retrouvées visées par les représailles économiques et la perte d'opportunités et de droits en matière d'éducation et d'emploi. Au cœur de cette situation alarmante, les autorités marocaines sont accusées de restreindre sévèrement la liberté d'expression et d'action des militants des droits humains dans le territoire occupé. Le Sahara occidental, région occupée par le Maroc, reste un terrain de lutte pour les droits fondamentaux, mais aussi pour l'autodétermination de ce peuple opprimé. Justement, au Maroc, les forces du régime ont réprimé vendredi soir une énième marche de solidarité avec le peuple palestinien et contre la normalisation entre le régime du Merzen et l'entité sunniste. La police marocaine et les forces de gendarmerie royale ont mis un terme à une marche pacifique dans le centre de la ville de Tétouan, au nord du royaume, et ont dispersé par la force les manifestants. Dans ce sillage, des militants marocains opposés à la normalisation ont affirmé vendredi soir que la normalisation entre le régime du Merzen et l'entité sioniste menace le sort de l'État. Lors d'un rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien à Casablanca, Aziz Hannaoui, secrétaire général de l'Observatoire marocain contre la normalisation, a déclaré que les partisans de la normalisation dans le royaume l'adoptent comme un symbole de patriotisme, malgré le fait qu'elle menace l'État, son destin et sa relation avec son peuple. Qui soutient réellement l'État, nous ou eux? Qui menace l'État, son avenir et ses relations avec son peuple? Est-ce nous ou eux? Nous espérons du fond du cœur de Dar al-Baïda que ce cri leur parviendra. Nous savons que c'est un cri dur, douloureux, un cri qui va au-delà de la simple solidarité avec déluge al-Aqsa ou la célébration et la fierté de la bataille du 7 octobre, du déluge d'al-Aqsa ou de la douleur et de la souffrance du sang. Aziz Hannaoui a par ailleurs mis en garde contre l'incapacité des Marocains à protéger leur pays du sionisme et de la normalisation. Marocaines et Marocains, si vous ne protégez pas votre pays du sionisme et de la normalisation, votre pays va être volé, votre État va être détruit,
Et là, vous n'aurez plus le temps d'être solidaire avec la Palestine. Le feu vous brûlera, il brûlera votre État. Tout sera détruit sous le slogan de l'intérêt national, dans la normalisation. Toujours au Maroc, l'Union marocaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fermement condamné la décision de l'Institut Hassan II d'agronomie et de médecine vétérinaire d'organiser cette semaine des journées de formation en partenariat avec une organisation sioniste. La section de Rabat du syndicat a condamné cette décision dans un communiqué publié vendredi, la qualifiant de déviation dangereuse. Le syndicat a appelé à l'annulation immédiate et inconditionnelle de ces journées de formation et à la fin de toute forme de normalisation avec l'entité sioniste, qu'elle soit politique, économique, scientifique ou bien culturelle. Dans son message, le syndicat a également averti que l'entité sioniste utilise le secteur agricole comme façade pour infiltrer le pays de la région. Guerre au Soudan, des sources militaires soudanaises ont fait état de violents affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide à l'ouest d'Omdurman, avec des armes lourdes utilisées par des deux camps. L'armée soudanaise a annoncé jeudi le lancement d'une opération terrestre vers l'ouest. Objectif, avancer vers le marché de Kandahar, un bastion majeur des FSR. L'armée a également lancé une attaque surprise sur la banlieue Al-Saliha, au sud de la ville, l'un des plus grands camps des forces de soutien rapide, prenant ainsi le contrôle du quartier adjacent à l'université islamique. L'organisation internationale Emergency Lawyers a accusé les forces de soutien rapide d'avoir ciblé des civils à Omdurman, entraînant la mort d'au moins 80 Soudanais dans la région. Un porte-parole de la tribu Jamaïa, située au sud-ouest de la ville, a confirmé qu'environ 94 membres de la tribu ont été tués cette semaine en raison d'attaques des FSR qui contrôlent la zone. Selon la même source, ces affrontements, qui ont atteint leur paroxysme vendredi, ont entraîné le déplacement d'environ 3000 Soudanais vers la zone de Jebel Aoulia. On passe au dernier développement dans le conflit en Ukraine. Une frappe de missiles russes à Kryvyi, dans le centre du pays, a fait au moins 18 morts et plus d'une soixantaine de blessés. C'est ce qu'a annoncé ce samedi le gouverneur de la région de l'Ukraine. Et côté russe, une vidéo d'un témoin oculaire publiée ce samedi démontre le moment où une installation industrielle dans la région de la Volga en Mordovie a été touchée par des frappes de drones ukrainiens. Confirmant l'incident sur Telegram, le gouverneur de la région a déclaré que les services d'urgence étaient sur place et qu'il n'y avait eu aucune victime. Les grandes entreprises ne s'inquiètent pas des tarifs douaniers car elles savent qu'ils sont là pour rester. C'est ce qu'a écrit le président américain Donald Trump sur son réseau Social Truth vendredi, au milieu d'une guerre commerciale qui a ébranlé les investisseurs et alimenté les craintes d'une récession à venir. Alors que la chute du marché s'intensifiait, le président Trump continue tout de même de garantir la victoire de l'économie américaine. Et dans ce contexte, plusieurs chambres de commerce chinoises ont exprimé ce samedi leur ferme opposition à l'imposition unilatérale de tarifs réciproques par les États-Unis. Ils ont également exprimé leur ferme soutien au gouvernement chinois pour qu'il prenne toutes les contre-mesures nécessaires selon les déclarations des chambres de commerce d'importation et d'exportation dans divers secteurs. L'Amérique latine, notamment le Venezuela, fortement touché par les tarifs douaniers de Donald Trump. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré lors d'un événement à Caracas que son gouvernement était prêt à se défendre. Y hoy estamos en las mejores condiciones del plan de la patria.
Aujourd'hui, nous sommes dans les meilleures conditions pour réaliser le plan national, pour poursuivre le processus de redressement économique, la construction de notre propre modèle économique et surmonter toute perturbation découlant de la guerre commerciale et tarifaire mondiale que le président des États-Unis a déclarée au monde et au Venezuela. Nous sommes prêts et nous allons bien. Nous allons avancer dans l'union populaire, dans l'union nationale. Vamos a salir adelante con unión popular, con unión nacional. Les partisans les plus fervents de l'ancien président sud-coréen Yoon Suk-yeol ont bravé la pluie pour organiser un rassemblement à Séoul ce samedi, un jour après sa destitution. À noter que la décision de la Cour constitutionnelle sud-coréenne de destituer officiellement Yoon est un nouveau test pour la démocratie du pays, après que le fossé entre conservateurs et libéraux s'est creusé suite à l'imposition de la loi martiale. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.